Plus de 120 millions de livres vendus, 3 milliards au box-office pour 5 films, que vous détestez ou adorez, Twilight a marqué les années 2000. Ses acteurs principaux sont tous devenus des mégastars. Kristen Stewart était nommée aux Oscars et Robert Pattinson est quand même devenu Batman. Et puis même 50 nuances degrés était à l'origine une fanfiction sur Twilight avant de gagner son propre succès. 8 ans après les films, on a même eu un 5e livre qui raconte le premier tome, mais du point de vue du beau vampire Edward. Attends, mais je rêve, tu vas pas nous dire que c'est une saga géniale, une pépite du cinéma non plus. Entre les mêmes, le scénario tout pourri, non mais regarde ça. Sauf que en réalité, c'est les films qui ont charcuté les bouquins. Twilight avait bien plus à offrir qu'une amourette entre un vampire et une humaine. C'est l'une des plus grandes œuvres du 21e siècle. Ouais, tu savais qu'il était fan, toi? Ouais, il les lit tous les soirs avant de dormir. En fait, c'est beaucoup plus sombre que vous le pensez. Par exemple, si je vous disais que, à la fin, tout le monde meurt. Malgré la romance, on a quand même des belles scènes d'action. Genre rien qu'à la fin du premier film, Edward et sa famille viennent sauver Bella du méchant vampire en le démembrant. La classe. Alors dans le livre, la scène n'est pas décrite. L'autrice est toujours assez frileuse sur la violence de son univers. Ce qui n'a pas empêché certains réalisateurs de s'en donner à cœur joie. Genre la fin du 5e film? Exactement. Les Volturi, le plus puissant des clans, viennent affronter Bella qui est devenue vampire, ainsi que Edward et leur famille. S'ils s'affrontent, c'est parce que l'enfant des deux héros est trop puissant et en fait c'est contraire aux règles des vampires, il doit pas exister. Les héros tentent de faire comprendre aux Volturi qu'ils se trompent et que la gamine n'est pas un danger. Mais le chef des méchants, Harrow, ne veut rien entendre. Il est venu pour les détruire. Ah, je m'en souviens comme si c'était hier. Ça part en combat ultra violent avec des démembrements, des arrachages de tête, des morsures de loups géants, la terre qui s'ouvre en deux et la mort de beaucoup de personnages adorés par les fans. Le père de famille, Carlyle, Jasper, puis le chef des vampires lui-même qui finit brûlé. Alors ouais mais Nox, en fait ce que t'oublies c'est que tout était faux, c'était seulement une vision du futur. Tout le monde va bien, les Volturi finissent par être convaincus de laisser les gentils tranquilles et ils s'en vont. Il n'y a pas de combat. Ouais, je sais, je me souviens très bien du moment où j'ai failli péter ma télé tellement le climax était nul à chier. Pourtant le combat était trop cool. Enfin une bonne scène dans la saga, avec de la tension et personne s'y attendait. Dis-moi que c'est vraiment arrivé dans les livres, je suis prêt à lire toute la saga pour ça. Alors, en fait, c'est que... Oh Seigneur. Attends, mais enfin ça arrive, mais pas vraiment. Après avoir entendu tout le monde, les 3 chefs Volturi se retirent pour délibérer. Mais c'est une feinte. Pendant ce temps, leurs sbires essayent d'attaquer vicieusement les héros avec leur pouvoir. Et devine qui sauve tout le monde? Edward, non Jacob, avec ses skills de loup-garou là. Et non, c'est Bella. En devenant une vampire, elle a obtenu une sorte de bouclier qui bloque les pouvoirs de tout le monde. Du coup, c'est une sorte de battle mental. Les Volturi sont obligés d'abandonner et de repartir dans leur coin. Tu m'avais vendu du rêve, mais c'est pas ouf non plus, hein. C'est quoi ce Deus Ex Machina nul? Alors t'inquiète, les fans du livre, ils ont pas kiffé non plus. Pour beaucoup, la fin du film est plus satisfaisante. Ça fait 3 livres que les Volturi sont présentés comme les antagonistes principaux. Genre l'affrontement, c'est le scénario du dernier film. Alors ne pas les faire combattre, c'est nul. L'autrice a accepté que la fausse bataille soit rajoutée, mais refusé de modifier la fin de son livre. Bah d'un côté je comprends, hein, ça aurait trop divergé avec la mort de certains personnages et les changements de l'univers. Faut peut-être pas trop lui en vouloir. Alors oui, mais je rêve d'une réalité où cette fin aurait vraiment eu lieu. Genre les gens parleraient de Twilight comme une histoire d'amour et en fait non, ça finirait en bain de sang. Bon, les vampires, les loups-garous, c'est sympa, mais il manque pas quelque chose. Ah bah si, les fantômes. Heureusement pour ça, on a CyberGhost VPN. Twilight n'est pas disponible en streaming légal en France, mais il l'est aux États-Unis. C'est à ça que te sert CyberGhost VPN. C'est plus de 40% de contenu supplémentaire en français, juste en exploitant au maximum les catalogues Disney+, Netflix, Prime Video et plus de 40 autres. C'est super simple, tu choisis ton pays et tu lances 3 clics et c'est bon. Comment ça, personne n'a Twilight 5? Ok, on va devoir aller chercher un peu plus loin. Attention, c'est dangereux, on passe en mode fantôme. CyberGhost VPN te protège, il cache ton IP et dissimule ta localisation pour éviter les attaques informatiques. T'es devenu complètement intraçable. Après, si ça te fait trop peur, tu peux toujours acheter Twilight légalement. Surtout qu'avec CyberGhost VPN, c'est moins cher. En Inde, l'abonnement Disney+, n'est qu'à 2,80€. De même, au lieu de te ruiner pour Spotify, mets ton IP en Turquie et paye-le 1,50€. Ça va plus loin que le cinéma. Billets d'avion, hôtel, les locaux ont toujours les meilleures offres. Grâce au VPN, tu fais plein d'économies. C'est fiable, une excellente note sur Trustpilot, 38 millions d'utilisateurs, un service client en français 7 jours sur 7, satisfait ou remboursé sous 45 jours. Nous, on vous offre une giga promo, 83% de réduction et 4 mois gratuits. Le tout sur 7 appareils, pratique pour partager en famille ou avec des potes. 2€ par mois pour PC, mobile, console, Smart TV, ça marche. Le lien est en description, allez voir ça.
Bah attends, il est où Nox? Ok, tu m'as intrigué, du coup j'ai lu toute la saga et j'ai vu la lumière. Mec, t'as tout lu en 30 secondes? Chut, c'était une vidéo YouTube, pose pas de questions. Mais du coup t'as pas encore parlé du plus important. Je vous jure, Bella est un bon personnage. Vous vous souvenez de cette scène où Bella met un coup de poing à Jacob? Ou de cette réplique culte? Nessie, tu as donné à ma fille le surnom du monstre du Loch Ness. Twilight est vraiment rempli de moments inoubliables de malaise. Il y en avait déjà dans les livres, mais d'autres sont complètement inventés par les films. Better hold on tight, Spider Monkey. Oh mon dieu, le malaise. Ouais, bah cette scène dans la forêt, Bella devine qu'Edward est un vampire, ce dernier le pousse à le dire à voix haute et s'ensuit le plan où il montre qu'il brille au soleil. Ça, c'est que dans le film. Dans le livre, Bella confronte Edward pendant un trajet en voiture, beaucoup moins intéressant pour la mise en scène, mais le dialogue est plus complice. Il y a un jeu de questions-réponses à demi-mot qui fait un peu flirt. La peau scintillante d'Edward n'est révélée que plus tard, lorsque les deux amoureux se rendent pour la première fois dans le champ de fleurs, leur lieu de rendez-vous secret. Et c'est plus pour créer une tension érotique. La version du film est plus dramatique, mais du coup plus maladroite. Tu vois, l'adaptation a détruit la narration des livres. Normalement, c'est raconté du point de vue de Bella, on a accès à ses pensées et ses sentiments. Ah ouais, tiens, ça me rappelle Katniss dans Hunger Games. Oui, voilà, c'est pareil. Du coup, on perd ça dans les films et son personnage paraît plus lisse, sans personnalité. Mais dans le bouquin, c'est une vraie adolescente. Sa vie tourne pas autour de sa romance avec un vampire. Pendant le deuxième tome, après sa rupture, elle a un petit boulot, elle a un vrai groupe d'amis avec qui elle fait du shopping ou va au cinéma. Il y en a même certains qui vont la trahir, jalouses de son couple. Il y a même des moments où elle cuisine pour son père. En fait, tout le monde dit que c'est le meilleur perso de la saga et que Bella n'est qu'une ingrate avec lui. Mais dans les livres, ils ne vont pas dîner au resto du coin tous les soirs. Bella adore préparer à manger pour lui, parce qu'elle est quelqu'un d'avenant, qui prend soin de son entourage. En vrai, c'est un peu pareil pour Edward. Quand elle veut aller à l'université, il la soutient. Il fait plus attention à elle, il compose même une berceuse qu'il fredonne parfois pendant qu'elle dort. Alors que dans les films, il a l'air d'en avoir rien à foutre. Enfin, je veux dire, il joue à peine du piano. Ouais, mais est-ce que tu savais qu'une des musiques du film porte le nom de la berceuse? Ouais, l'easter egg est sympa, mais c'est complètement inutile. Résultat, ils n'ont aucune épaisseur. La romance est pas folle, c'était des détails importants qui faisaient tout le sel de l'histoire. Oh, t'es dur, il y a quand même plein de trucs chouettes qui ont été rajoutés par les films. Genre, mon préféré, c'est le bastion des Cullens, la famille de vampires. Le quoi? Alors, j'avoue, c'est un peu discret, mais regarde, les persos le portent sur des bijoux ou des accessoires. Ça renforce le sentiment d'unité et l'aura aristocratique des créatures. Non, 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 tu m'auras pas comme ça, Latero. À ton avis, pourquoi ils ont fait ça? C'est juste pour vendre des produits dérivés. Tiens, d'ailleurs, d'autres clans ont aussi leur propre symbole, et ça a créé la polémique. Tu vois les loups-garous? Eh ben, normalement, ils font partie d'une tribu amérindienne, les Quileutes. Et ben, cette tribu, elle existe vraiment. L'autrice s'est inspirée d'elle parce que le loup tient une place importante dans leur folklore. Sauf que les films ont créé un tatouage pour les loups-garous qui mélange des éléments des Quileutes et d'autres tribus. Donc le bon gros pillage culturel. Surtout qu'aucun profit généré par Twilight n'a été reversé aux Quileutes pour s'être approprié leur image. Alors oui, mais attends, en fait, le tourisme, il a explosé sur le territoire suite à la diffusion des films, quand même. T'es sérieux? Laissez-moi faire l'avocat du diable. Et puis, Nox, désolé, tu parlais de Bella et de sa relation, mais en vrai, ce n'est pas qu'une histoire à l'eau de rose. En plus des deux amoureux, les autres personnages importants sont les membres de la famille d'Edward, les Cullens. Alors ce sont tous des vampires et ils n'ont aucun lien de parenté. Ils sont tous adoptés et ils sont tous en couple. Ah oui, on dirait les animés nuls que tu regardes en cachette. Arrête, en fait tous ont une backstory tragique. Alors oui, devenir un vampire c'est pas une partie de plaisir. Les films racontent surtout celle de Jasper, un soldat pendant la guerre de sécession, et de Rosalie, tabassée à mort par son fiancé. Et franchement, c'est des bonnes histoires. Ça donne de la consistance à des persos qui n'ont pas grand chose à faire pendant cette romance. Mais l'adaptation a omis des passés encore plus sombres, notamment pour des persos un peu moins importants, par exemple celui d'Esmée, la mère de famille. Elle est née au début du XXe siècle, mariée à un mari abusif, elle s'enfuit alors qu'elle est enceinte. Malheureusement, son bébé meurt à la naissance. De désespoir, elle se jette du haut d'une falaise. C'est là que le vampire Carlyle, qu'elle avait rencontré plus jeune, la transforme. Wow, du coup, elle va avoir des pouvoirs de fou, elle va pouvoir se venger, un personnage féminin badass et... Pas du tout. En fait, elle prend ça plutôt bien, et elle ne cherche même pas à se venger de son ex-mari violent. Par contre, Edward, il est pas du même avis, et il va tuer le mec. Alors oui, parce que c'est rapidement évoqué dans les films, mais au tout début de sa vie de vampire, Edward a goûté au sang humain. C'était une sorte de justicier qui chassait des criminels ou des ordures. Ouais, c'est ça, on a toujours besoin d'un grand Edward pour faire la justice. Pourquoi lui? Pour lui donner plus de profondeur. Quand il a dit à Bella que c'était un tueur, c'était vraiment le cas. Et on se rend pas compte, mais en fait, tous les autres Cullens se sont tout de suite nourris que du sang d'animaux après leur transformation, à l'exception de lui,
et Jasper. Et Jasper, il finit par céder à son instinct de prédateur et attaquer Bella. Donc on se moque, on trouve ça ridicule, mais en réalité, ce passé de tueur, c'est une culpabilité pour Edward. Mais de tous, la meilleure origin story, c'est celle d'Alice. En tant que vampire, elle sort avec Jasper et peut voir l'avenir. Ce qui est très pratique pour le scénario. Ce pouvoir, elle l'avait déjà en étant humaine, il était juste moins fort. Ça l'a amené à être prise pour une folle ou une sorcière. Un jour, elle voit que sa mère va mourir, malgré toutes les précautions prises par cette dernière, ça finit par arriver. Juste après, son père se remarie. Alice voit alors qu'il va essayer de se débarrasser d'elle et que c'est probablement lui qui est responsable de la mort de sa mère. Alors elle essaye de fuir, mais son père réussit à la faire interner en hôpital psychiatrique. Les traitements qu'elle y subit sont tellement violents qu'ils endommagent sa mémoire. Amnésique, au fond du gouffre, elle se lie quand même d'amitié avec un homme qui se révèle être un vampire. Il va la prendre sous son aile, tester son pouvoir, mais sans la transformer. Mais un jour, Alice a la vision d'un autre vampire qui est à sa recherche. Oui, c'est le méchant du premier film, là, le chasseur. Bref, il vient pour la manger. Pour la sauver, son ami décide de la transformer et se sacrifie pour que le tracker ne puisse pas l'atteindre. Dans le processus, Alice perd de nouveau la mémoire, mais son don devient plus puissant, à tel point qu'elle voit son avenir avec sa future famille. Elle va donc décider de se nourrir uniquement de sang d'animaux et d'attendre de rencontrer son amour, Jasper, avant de finalement rejoindre les Cullens. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi c'est pas dans le film. C'était juste pas utile au scénario, sauf celle d'Alice parce qu'il y a le méchant du premier opus. Surtout, elles sont assez sombres, avec des thématiques dures, et quand on fait un film pour ados, on veut que les ados puissent le voir sans qu'il y ait de limite d'âge. Oui, donc on préfère faire regarder aux ados des histoires bien cucu à l'eau de rose, super. Heureusement, les fans de Twilight sont hyper créatifs. Si tu veux voir tout ça, il y a plein de courts-métrages, je te les conseille, c'est assez bien fait. La preuve que l'autrice des bouquins sait quand même créer des personnages tragiques et intéressants. En parlant de ça, on n'a pas encore parlé du GOAT. Et je vais sûrement vous décevoir, mais Jacob n'est pas un loup-garou. Attendez, Jacob c'est qui déjà? Mais tu suis Vraiment vraiment rien. rien. C'est le mec amoureux de Bella et jaloux d'Edward qui se retrouve capable de se transformer en loup à partir du deuxième film. Mais si, tu sais, il fait partie de la tribu amérindienne avec les autres mecs capables de faire la même chose. Et tout le monde parle d'eux comme des loups-garous, sauf qu'ils n'ont rien à voir avec des loups-garous classiques. Leur transformation ne fonctionne pas pareil, ils n'ont pas la même apparence, ils peuvent pas transmettre leurs conditions en mordant. Bon après Nox, si tu parles là-dessus, les vampires dans Twilight ils ressemblent pas non plus aux créatures traditionnelles, hein. C'est une réécriture. Non, non et non, ça n'a rien à voir. Il y a des vrais loups-garous dans l'univers de la saga, c'est juste qu'ils sont jamais mentionnés dans les films. On les appelle les enfants de la lune et ils vivent principalement en Europe et en Asie. Ils se transforment pendant la pleine lune, c'est des loups humanoïdes, hyper enragés et qui mordent. Et au moment de l'histoire, leur espèce est quasiment éteinte parce qu'ils ont été exterminés par les Volturi. Bah ouais, vampires et loups-garous, ça mange la même chose. Sauf que les loups sont assez puissants pour tuer un buveur de sang. Du coup, le chef des Volturi qui les a attaqués dans sa jeunesse, il les a massacrés. Ah, du coup c'est pour ça qu'il a l'air perdu quand il croise Jacob et la meute lors de l'affrontement final. Sauf que les loups-garous amérindiens sont plus des métamorphes. Leur ancêtre projetait son esprit dans le corps d'animaux, un jour son enveloppe humaine est tuée et il trouve refuge dans un loup qui l'aide à se venger. Il obtient ensuite le pouvoir de se transformer dans cet animal, capacité transmise aux hommes de la tribu. Alors je te l'avais dit, il y a plein de belles surprises. Par exemple, les Volturi, qu'on te dit que c'est le clan le plus puissant du monde, c'est un peu les rois des vampires, mais on raconte jamais comment ils sont arrivés au pouvoir. Juste brièvement, dans le 5e film, il y a ces deux vampires qui expliquent qu'ils veulent se venger des Volturi. En fait, ce sont les deux seuls survivants du clan roumain, l'un des deux plus anciens qui dominait avant l'arrivée des Volturi. D'ailleurs, mon cher Théro, puisque tu en parles, eux aussi, ils sont plus proches du vampire classique. Ils ont un accent d'Europe de l'Est, ils ne se cachent pas des humains qu'ils exploitaient, et surtout, ils n'ont pas de super pouvoirs. Attendez, c'est Twilight ou Spider-Man là, votre truc? Plutôt Professeur X, genre Edward lit dans les pensées. C'est cette faiblesse du clan roumain qui va précipiter leur chute face aux Volturi, qui eux recrutaient spécifiquement des membres avec des dons. Du coup, les événements de Twilight leur offrent l'occasion de se venger, et pendant la fausse bataille, on les voit tuer l'un des trois chefs. Alors c'est un perso assez effacé, plutôt silencieux, mais il a une réplique finale incroyable. Il se laisse mourir en murmurant... Cette réplique, comme la bataille, n'est pas dans le film. Mais elle a quand même un sens. Ce vampire, c'est Marcus. Il y a longtemps, il était marié à la sœur du grand chef du clan et ils étaient fous amoureux. À tel point qu'ils projetaient de quitter le clan ensemble pour vivre heureux. Sauf que ça, le grand chef, obsédé par le pouvoir et le contrôle, il n'aimait pas beaucoup. Il tue donc sa sœur, oui, dont le pouvoir l'intéressait pas trop pour garder Marcus auprès de lui. En effet, ce dernier est capable de voir les liens entre les gens, ce qui est un don qui l'intéresse
s'intéresse un peu plus. Ça a fonctionné, Marcus est resté chez les Volturi, mais il s'est plongé dans une grande tristesse et mélancolie. Quand il comprend qu'il est enfin sur le point de mourir dans la fausse bataille, il est soulagé parce que ça veut dire qu'il pourra enfin revoir sa bien-aimée. Sauf que ça n'arrivera finalement jamais. Je pleure tous les jours depuis que j'ai lu ça, Théro. Attends, mais tu viens pas de lire la saga en 30 Attends, quoi? Ah, mais comment ça, des vampires sur des jet skis? Non mais vous me faites marcher là, je vous laisse 5 minutes et c'est quoi ça? Attends, mais c'était pas toi qui disais que... C'était pour détourner l'attention. Et puis vous rassurer, non, Twilight n'est pas secrètement un chef-d'œuvre incompris. Ça a ses défauts, et beaucoup d'éléments cités dans cette vidéo ont été ajoutés après les livres pour compléter l'univers. Un petit peu comme le Seigneur des Anneaux. Théro, on est d'accord qu'il vient de comparer Twilight à Tolkien là. Miley, j'ai créé un monstre. Tout ça a permis aussi de répondre à certaines critiques, notamment sur la réécriture moderne des vampires et des loups-garous, en ajoutant des éléments de folklore plus traditionnels. Les différences de l'adaptation sont très minimes, la structure principale reste la même, les répliques bizarres, les moments romantiques malaisants, mais vous devez savoir qu'on a failli avoir une adaptation complètement différente par un autre studio. Ça aurait été un film d'action où le FBI pourchassait les vampires et qui se serait fini sur une course-poursuite sur des jet skis. Il y aurait toujours eu une histoire d'amour, mais plus dans le style de Buffy contre les vampires. Donc c'était pas vraiment pour détourner l'attention. On comprend la stratégie derrière cette adaptation, transformer Twilight en un blockbuster classique. C'est contre l'avis de la réalisatrice du premier film qui a rejeté ce scénario. Si l'histoire a eu du succès, c'est qu'elle a plu à des gens et qu'elle doit être transmise fidèlement pour leur faire honneur. Franchement, respect madame. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant va falloir que je trouve quelque chose pour apaiser le vide qu'il y a dans mon cœur, genre une nouvelle œuvre aussi forte. Alors ça tombe plutôt bien là, parce que dans les recherches, je viens de tomber sur un roman qui s'appelle 50 nuances de gris. Franchement, ça a l'air lourd les gars, vous me le conseillez? Ok bro, t'en fais pas, lâche ça, j'ai mieux. L'année dernière, on a eu des rumeurs sur une possible adaptation en série de Twilight. Et si ça arrive, d'abord on espère que ça permettrait de mieux explorer l'univers, de complexifier les personnages et de rendre l'histoire crédible. Mais surtout, ça montrerait que comme Percy Jackson, Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, Twilight a aussi sa place dans la pop culture. Encore merci à CyberGhost VPN. Protégez-vous et faites des économies en contournant les géorestrictions pour seulement 2€ par mois grâce au lien en description. En plus, accède à des contenus exclusifs et soit totalement incognito en ligne. Testez-le, c'est satisfait ou remboursé sous 45 jours, alors pourquoi pas au moins essayer. Les gars, c'est quoi du bondage en fait? C'est comme à l'hôpital, quand tu te fais mal, ils te mettent du bondage? Les gars, vous êtes où là? Eh oh! Bon, alors bondage, définition. Oh, 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 oh.